Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Pour cette semaine, nous aurons le privilège de lire le recueil de nouvelles intitulé Juste pour goûter. C'est vrai que nous aurions dû le lire depuis le 1er décembre qui symbolisait la journée de la lutte mondiale contre le sida, mais qu'à cela ne tienne, mieux vaut tard que jamais. Et pour cette première nouvelle, nous lirons La Ligue des gens extraordinaires de Koné Do Fondant Joël. Adossé à l'acacia qui était son ombre rafraîchissante tout autour de lui, Thierry guettait la sortie de la 4e 5. La chaleur brûlante annonciatrice d'un bel orage l'avait forcé à abandonner le banc de béton qui tournait dans la cour de l'école. La sirène de la mi-journée venait de retentir et, avec plus ou moins d'enthousiasme, les élèves quittaient les salles de classe. Dès qu'elle franchit le seuil de la 4e 5, Marie-Jeanne l'aperçut et sourit. Il était là une nouvelle fois. Dans cet uniforme kaki qui le rendait presque élégant, le sac négligemment accroché à l'épaule, Thierry s'avança à sa rencontre. « Salut » lança-t-il. Marie-Jeanne le rejoignit dans la cour. « Salut » répondit-elle sur un ton amical. Et elle lui tendit une main qu'il serra nerveusement. « Cela t'ennuierait-il que je fasse un bout de chemin en ta compagnie » demanda-t-il aussitôt. Le visage assez soucieux du jeune homme se détendit un peu quand elle secoua la tête. Il se mit à marcher silencieusement, atteignant l'entrée du collège sans avoir dit mot. Il traversait la vive animation qui y régnait, adressant ici et là un petit salut à un camarade. Le collège moderne de Cocody et ses élèves bruyants étaient loin derrière quand Thierry se souvient d'être galant. Je peux te débarrasser de ton classeur si tu veux. J'ai suffisamment de place dans mon sac, proposa-t-il un peu confus. Marie-Jeanne repoussa son offre généreuse avec un sourire. Tu es gentil, le remercia-t-elle, mais ça ira bien comme ça. Il n'est pas très encombrant, tu vois. Un silence s'installa de nouveau, puis Thierry s'exclama, soudain, s'efforçant de paraître aussi décontracté que possible. Quelle chaleur! Ça nous promet un méchant orage pour l'après-midi. Approuva Marie-Jeanne. Même si elle n'avait que 14 ans, la jeune collégienne savait qu'on parlait de la pluie et du beau temps, le plus souvent lorsqu'on recherchait la meilleure manière d'introduire un sujet plus grave, plus sérieux, un sujet qui tenait en tout cas très à cœur. La toute première fois que Thierry l'avait abordé, il y avait de cela une dizaine de jours environ, Marie-Jeanne était étonnée de cet intérêt brusque pour sa personne. Il n'était certes pas un parfait inconnu pour elle, mais c'était bien la première fois qu'il paraissait véritablement se rendre compte qu'elle existait. Cela l'avait grandement intrigué. Comme Thierry était plutôt beau garçon et qu'il n'avait jamais assisté aux activités de la Ligue pour la vie, une ONG de sensibilisation contre le sida dont elle était la présidente de la section locale depuis 2 ans maintenant. Elle s'était dit qu'elle lui avait peut-être tapé dans l'œil. Cette pensée l'avait beaucoup flattée puis inquiétée. Qu'est-ce qu'un jeune homme si classe et si branché pouvait vouloir à une fille comme elle, humble, maigre et pas vraiment jolie? Pour l'avoir un peu côtoyée ces derniers jours, Marie-Jeanne avait acquis la certitude qu'il y avait quelque chose de plus profond, de plus dramatique aussi peut-être. Thierry, lui, connaissait surtout la collégienne comme la patronne de cette association d'oiseaux de malheur qui cherchait par tous les moyens à effrayer leurs camarades en leur promettant chaque fois le pire, l'horreur, la mort pour tout dire. Le jeune homme qu'il était n'aspirait pourtant qu'à vivre son temps. Ça, c'est ce qu'il pensait il y avait encore 15 jours, à présent. Alors, et vos activités, elles se portent bien? Reprit l'adolescent au bout d'un instant. Cette fois, Marie-Jeanne s'arrêta net et fixant son camarade de promotion droit dans les yeux, lui demanda calmement, « Tu es sûr que ta vraie préoccupation, c'est le bon déroulement de nos activités ?» Surpris par cette question directe, Thierry ne sut que répondre. Marie-Jeanne enchaîna aussitôt. « Ne vaudrait-il pas mieux poser franchement ton problème ?» Le jeune homme protesta mollement. « Mon problème, qu'est-ce qui te fait croire que j'ai un problème ?» L'adolescente le considéra avec l'air d'une personne qui ne se laissait pas tromper facilement et soupira. « Thierry, depuis quand fréquentons-nous le même établissement scolaire? 2, 3 ans? Combien de fois m'as-tu adressé la parole avant cette dernière quinzaine? 1, 2 fois? Tout de plus et encore, tu ne dois même pas t'en souvenir. »
Et voilà qu'en une dizaine de jours de classe, tu te proposes 5 ou 6 fois de me raccompagner. Et toujours, tu me poses des questions qui se rapportent à nos activités. Il est clair que quelque chose te tracasse. Démasqué, le collégien bégaya. Je cherche juste, en fait, c'est un ami qui s'est retrouvé dans une situation bizarre. La jeune responsable de la Ligue pour la vie du collège moderne de Cocody savait que les gens éprouvaient toujours la peur ou la gêne à se dévoiler, à confier des secrets qui les touchaient de près. Elle n'ignorait pas non plus qu'en pareille situation, il ne fallait pas les contrarier. On devait plutôt se montrer disponible même quand on avait conscience qu'ils déformaient la vérité. On pouvait ainsi apprendre beaucoup sur eux et leur être d'un véritable secours. Marie-Jeanne estimait cependant avoir donné suffisamment de temps à son camarade pour qu'il se décide. Il fallait maintenant qu'elle se montre plus audacieuse, sinon Thierry ne parlerait jamais. De toute manière, elle le jugeait à présent suffisamment prêt pour faire des révélations. Comme ils avaient atteint la terrasse d'une petite buvette, elle lui prit la main et le tira jusqu'à une table surmontée d'un parasol bleu et blanc. « Assieds-toi », lui ordonna-t-elle. « Si tu ne te confies pas à moi, comment pourrais-je t'aider ? » « Et qui te dit que j'ai besoin de ton aide ?» fut tenté de lui rétorquer le jeune homme par orgueil. Mais il réalisait que cette vaine réaction ne le rapprocherait pas de l'apaisement qu'il poursuivait de toutes ses forces. À la serveuse qui s'approcha aussitôt, Marie-Jeanne commanda 2 sodas. Assise en face de lui sous le parasol, l'adolescente observait Thierry par-delà la table qui les séparait, tout en lui trahissait l'embarras et la nervosité. Sa recherche constante d'une posture adéquate sur son siège, ses traits crispés, ses mains qui allaient et venaient fébriles. Il avait tout l'air d'un candidat qui s'apprêtait à subir un examen oral. Mais Marie-Jeanne connaissait cette attitude et était bien placée pour savoir qu'elle n'avait rien d'anormal. La serveuse revint assez vite. Marie-Jeanne attendit que Thierry repose son verre. Puis, elle se pencha vers lui, plongeant dans ses yeux un regard clair, sincère et rassurant. « Alors, fit-elle simplement. » Le jeune homme jeta des coups d'œil à droite et à gauche comme pour s'assurer que leurs paroles ne risquaient pas d'être entendues par les autres consommateurs. Mais les rares clients qui étaient là ne faisaient pas attention à eux. Thierry éprouva pourtant le besoin de se faire descendre leur parasol. Il l'immobilisa juste au-dessus de leur tête afin de les isoler. Marie-Jeanne et lui du reste de la buvette. Il y réussit plutôt bien. La table se trouva transformée en confessionnal d'église. Il se racla la gorge de façon répétée, paraissant chercher ses mots. En réalité, il se demandait s'il pouvait faire confiance à sa camarade si elle saurait garder le secret. Il arriva finalement à la conclusion qu'il n'avait pas le choix. Il valait mieux parler, se libérer une fois pour toutes et savoir à quoi s'en tenir. Il lança d'un trait. « Je crois que j'ai le sida. » Marie-Jeanne ne se rejeta pas brutalement en arrière comme Thierry avait pu bêtement le craindre. Elle n'eut même pas l'air plus surprise que cela. Cela soulagea grandement le jeune homme. Intérieurement, il se dit qu'il avait frappé à la bonne porte. « En fait, je ne crois pas, je sais que j'ai le sida, reprit-il. »« Qu'est-ce qui t'a révélé ton test de dépistage du VIH ?» se renseigna doucement son interlocutrice. L'adolescent secoua la tête. Marie-Jeanne remarqua son étonnement. « Alors, comment peux-tu savoir que tu as le sida? Sans test, il est impossible de dire avec certitude qu'une personne est infectée. » Thierry avait baissé le regard. « Je sais que j'ai le sida, martela-t-il. J'ai eu un rapport sexuel sans capote. » Il marqua une nouvelle pause avant d'ajouter. « Avec une fille que je pense être une prostituée. Tu ne t'écris pas. À ton âge, comment peut-on être aussi stupide, fit encore le jeune homme avec un sourire forcé. « Non, répondit sa camarade très sincère. Je sais que ce sont des choses qui arrivent plus souvent qu'elles ne le devraient et c'est bien dommage. Il répéta sourdement. Oui, c'est bien dommage. Depuis ce jour fatal, je me sens pris dans un tourbillon furieux. J'ai le sentiment que ma vie m'échappe, qu'elle ne m'appartient plus. » Se mit à regretter l'adolescent. Il avait l'air de beaucoup s'en vouloir. Marie-Jeanne lui prit la main et il restait ainsi un long moment silencieux. « Alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je dois faire ?» finit par soupirer Thierry. Marie-Jeanne esquissa une petite grimace et lui retourna la question. « À ton avis,
Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de savoir. Bien sûr que si. Après tant de jours de réflexion, tu dois bien avoir ta petite idée. Tu crois qu'il y a une autre solution? Thierry fit l'amour. C'est douloureux un test de dépistage du VIH. Le lendemain, après les cours de la matinée, Marie-Jeanne emmena Thierry au siège de la Ligue pour la vie afin qu'il subisse une prise de sang. Il parvint un peu avant 13 heures. Le jeune homme avoua avoir réfléchi et hésité jusque très tard dans la nuit. Mais il avait finalement voulu venir. C'est très courageux de ta part d'avoir conservé ta détermination. Le félicita sa camarade. C'est une décision très importante. Situé au quartier 220 logements d'Adjamé, l'ONG se présentait comme un petit centre aux murs clairs et aux locaux propres. Malgré ses dimensions réduites, on y avait une impression de grandeur et de tranquillité à cause peut-être de la cour très ombragée et des multiples parterres de fleurs. Marie-Jeanne expliqua à Thierry que la Ligue existait depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Ses buts essentiels étaient le conseil à destination de toutes les populations et une meilleure prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. En effet, selon le programme national de prise en charge, 438 757 personnes en Côte d'Ivoire sont séropositives et 36 343 parmi elles ont accès aux soins. La jeune fille était une vraie habituée des lieux. Le collégien put le constater aux poignées de main amicales qu'elle donnait ici et là et aux sourires rayonnants qu'elle déclenchait. Thierry restait pour sa part intimidé, se demanda si ces quelques personnes rencontrées chemin faisant étaient porteuses ou pas de la maladie. À part un seul visiteur dont l'état ne laissait pas beaucoup de place au doute, l'adolescent dut se rendre compte qu'il était difficile de tirer des conclusions en se fondant uniquement sur l'apparence des gens. La plupart des bureaux étaient vides, c'était l'heure de la pause, le rappela une secrétaire qui partait elle-même déjeuner. Mais il devait encore rester quelqu'un à l'infirmerie, le indiqua-t-elle. En effet, Marie-Jeanne et Thierry y trouvaient un jeune homme en blouse blanche qui semblait être une proche connaissance de l'adolescente. Tous deux discutaient un moment avec un plaisir visible, puis Marie-Jeanne exposa les raisons de leur présence. Le jeune infirmier voulait bien prendre service à son ami et effectuer le prélèvement, mais il tint à leur préciser que le laboratoire chargé des tests était allé se restaurer. Si Thierry acceptait la prise de sang, il n'aurait les résultats que plus tard dans l'après-midi et non au bout d'un quart d'heure, comme c'était habituellement le cas. Si vous le voulez aussi, vous pouvez me laisser un numéro de téléphone, ainsi je pourrai vous communiquer le résultat du test dès que mon collègue les aura obtenus. Proposa encore l'agent de santé vraiment très serviable. Thierry accepta de se soumettre immédiatement à la prise de sang, mais il déclara qu'il préférait venir en personne prendre le résultat. En attendant, et parce qu'elle ne voulait pas le laisser seul dans ce moment difficile, Marie-Jeanne invita Thierry chez elle. En effet, elle n'habitait pas très loin dans les environs de l'ancien cinéma Liberté. Ils y trouvaient la mère de la jeune fille et ses deux petits frères. La mère de Marie-Jeanne exerçait en tant qu'éducatrice dans une école maternelle située à 2 pas. Elle vivait séparée du père de ses enfants qui s'était remarié et avait fondé une nouvelle famille. Le domicile de Marie-Jeanne n'était pas bien grand ni vraiment luxueux, mais Thierry sentit vite qu'il y faisait bon vivre. « Tiens, c'est toi » s'exclama la mère, à l'arrivée des collégiens. « J'étais en train de me demander si tu rentrerais à la maison ce midi. » Il n'y avait aucun reproche dans le ton de la maman qui débarrassait la table à manger. Marie-Jeanne vint lui déposer une bise sonore sur la joue. « J'étais passée faire un petit tour à la Ligue » expliqua-t-elle avant de présenter rapidement Thierry, un camarade. « Bonjour madame » fit celui-ci tout en s'approchant. Pour saluer le jeune homme, la mère de Marie-Jeanne posa sur la table la soupière qu'elle portait. Tandis qu'elle lui serrait la main, il eut l'impression qu'elle le fixait de façon étrange. Troublé, il baissa les yeux. « Salut les petits monstres » lança Marie-Jeanne aux deux garçons qui ne prirent même pas la peine de répondre, tant ils étaient absorbés par le documentaire animalier qui passait sur la 2e chaîne de télévision. L'adolescente ne s'en plaignit pas. Elle avait des préoccupations plus pressantes. « Qu'est-ce qu'on mange, maman? J'ai si faim. » Les collégiens s'installèrent à la table et la mère de Marie-Jeanne leur servit le reste du plat de spaghettis qu'elle avait rapidement préparé quand elle était rentrée plus tôt à midi. Le repas était savoureux. Thierry mangea peu, cependant il avait l'esprit ailleurs. Après avoir déjeuné, les deux camarades abandonnèrent le salon dont l'air était devenu suffocant.
Il s'assit à l'ombre dans le couloir juste devant l'entrée de la maison. Il venait de prendre place quand Thierry demanda un peu gêné. « Tu as raconté à ta mère pour moi ?» La jeune fille ne comprit pas tout de suite ce qu'il voulait dire. « Mais non, si tu es bête !» finit-elle par protester. « Tu crois vraiment que je ne sais pas tenir ma langue ?» Elle avait l'air sincèrement offensée et Thierry regretta d'avoir douté d'elle. « Excuse-moi. Elle m'a regardé un peu curieusement tout à l'heure, alors j'ai pensé que, balbutia-t-il en guise de justification. Mais non, elle n'est simplement pas habituée à voir venir ici des camarades de classe, des garçons surtout. » L'explication convainquit l'adolescent même s'il lisait dans les yeux de la jeune fille quelque chose d'énigmatique comme si elle ne lui disait pas toute la vérité. Thierry se laissa aller en arrière s'adossant contre le mur. Il demeurait silencieux, le regard perdu dans le vide, et sans qu'elle le lui demande, Marie-Jeanne savait que, d'une manière ou d'une autre, il se préparait à vivre les derniers instants d'une vie. Thierry méditait. Il ignorait ce qu'il ferait s'il était prouvé qu'il était porteur du VIH. Mais s'il était une chose dont il était fermement convaincu, c'est que jamais, plus jamais, il ne se comporterait comme le petit irresponsable qu'il avait été. Le pire pour lui dans cette histoire était qu'il ne se rappelait pas exactement ce qui était arrivé. Il savait seulement qu'il avait beaucoup bu et aussi beaucoup fumé. Avec de nombreux autres jeunes gens, il était allé à une soirée chez Marc Anthony, un lycéen qu'il avait rencontré au cours d'une sortie avec des amis en boîte de nuit. Marc Anthony habitait la Riviera, tout comme Thierry. À 17 ans seulement, il était connu pour être un sacré fêtard et un fameux organisateur de soirées où les belles filles ne manquaient jamais. Les parents de Marc Anthony étaient absents. Le jeune homme en avait profité pour faire venir chez lui tous ceux qu'il pouvait. Vieux amis, camarades de classe ou même simplement des visages aperçus par hasard quelques jours plus tôt. Et comme d'habitude avec lui, il y avait un grand nombre de filles. Dans la vaste cour illuminée de la belle demeure familiale, Marc Anthony allait de groupe en groupe pour s'assurer que les personnes présentes s'amusaient selon leurs souhaits. Thierry et quelques amis discutaient avec animation près de la piscine tout en se passant de curieuses cigarettes qui produisaient beaucoup de fumée. Comme Marc Anthony passait à proximité, l'un des garçons l'interpella. « Ah, Marco, tu tombes bien. » J'expliquais à Thierry que tes jeunes invités étaient très compréhensifs et qu'il suffisait simplement de leur exprimer ses envies pour qu'elles les satisfassent. Mais cette tête de mule refuse de me croire. Puis il ajouta aussitôt comme si cela justifiait l'attitude de son camarade. « Il faut le comprendre, il est encore puceau. » Et tous les garçons présents éclataient de rire. « C'est vrai que tu n'as jamais eu de rapport sexuel ?» s'écria Marc Anthony incrédule. Tout confus, Thierry ne répondit pas. Comment un beau jeune homme comme toi déplora l'organisateur de la fête? Mais il faut qu'on arrange ça immédiatement. Il se tourna vers un groupe de jeunes filles en tenue très provocante. Niki appela-t-il l'une d'elles. Niki, reprit-il lorsque la demoiselle les eut rejoints, tu vois ce beau gosse ici présent? C'est un de mes amis, un très bon ami. Alors, j'aimerais que tu t'occupes de lui comme il se doit. Tu comprends? La jeune fille hocha la tête avec un petit sourire et Marc Anthony lui remit un trousseau de clés. Tiens, fais-lui visiter ma chambre, fit-il avec un clin d'œil. Niki prit l'adolescent par le bras et l'entraîna vers la maison tandis que les autres garçons riaient et les taquinaient. La suite, Thierry l'apercevait dans une sorte de brouillard. Ce devait être à cause de ces cigarettes bizarres qu'on leur avait données. Le jeune homme croyait se souvenir qu'ils s'étaient trouvés tous deux nus sur le lit et que Niki disait ne plus avoir de capote. Quand il avait répondu qu'il n'en avait pas non plus, elle s'était écriée. « Mais tu es malade? Et qu'est-ce que tu espères ?» L'ennui, c'est que Thierry se rappelait quand même avoir éprouvé par la suite des sensations jamais connues jusque-là. Et c'est vraiment tout ce qu'il parvenait à se remémorer. Maudite cigarette. Adossé au mur en compagnie de Marie-Jeanne, Thierry priait le ciel que Niki ait toujours observé la précaution du préservatif avec ses partenaires précédents. Mais il en doutait, il repensait aux sensations qu'il avait ressenties et se disait qu'aucun plaisir sur terre ne valait de mettre ici sa vie en péril. Lorsqu'il retourna à 15 heures à la ligue, toujours accompagné de Marie-Jeanne, Thierry apprit que son test s'était révélé négatif.
il n'était pas porteur du virus du sida. Cependant, ce résultat ne couvrait pas la période pour laquelle le garçon avait des inquiétudes. Cela, Thierry le savait déjà car sa camarade lui avait expliqué que le test de dépistage du VIH ne prenait pas en compte les 3 mois qui précédaient le moment où il était effectué, le virus étant encore indétectable. Le jeune homme devait donc vivre 90 jours supplémentaires d'anxiété pour subir à nouveau un test de dépistage. Ce dernier allait confirmer ou infirmer le résultat du test précédent. Si la pénible épreuve que traversait Thierry avait juste servi au départ à mettre les 2 collégiens en contact, ceux-ci se fréquentaient davantage au cours des semaines suivantes. En effet, parce que l'attente du second test lui paraissait difficile à vivre, le jeune homme prit la résolution de se rendre utile, pour une fois dans sa vie comme il le confia lui-même à sa camarade. Vivement encouragé par Marie-Jeanne qui était toujours ravie de pouvoir compter sur de nouvelles énergies, Thierry vint donner un coup de main à l'association. Lors de sa première participation à une activité de la Ligue pour la vie au siège d'Adjamé, il fut demandé à Thierry de se lever pour se présenter à la trentaine de bénévoles et membres du personnel réunis. Ce que le jeune homme fit, mais il crut bon de faire remarquer qu'il n'était pas forcément séropositif. Cette précision fit sourire la majorité de l'assistance. Thierry se rassit près de Marie-Jeanne, gênée de s'être montrée aussi maladroit. La séance du jour débuta sous la direction de Mme Linda Avelé, la responsable nationale de l'ONG. Il s'agissait d'une réunion ordinaire. Les personnes présentes exposaient leurs problèmes quotidiens et on tentait ensemble de trouver des solutions. Un témoignage émut particulièrement Thierry. Celui de Michael, séropositif, brillant élève dans un prestigieux collège privé de la capitale. Informé de l'état de Michael, des parents d'élèves avaient tenté de le faire mettre à la porte de l'établissement. Mais, face à la direction du collège qui s'apprêtait à céder sous leur pression, se dressa un groupe d'enseignants. Ils protestèrent contre cette discrimination absolument illégale, parlaient de la dénoncer dans la presse et menacèrent de faire grève. C'était grâce à leur détermination que Michael avait encore accès à une formation de qualité. Le témoignage de Michael était très révélateur de la difficulté d'être séropositif à l'école. Le plus difficile selon lui était de devoir subir au quotidien le regard des autres élèves. Mais heureusement, disait-il, les choses évoluaient. Les camarades avaient fini par se rendre compte qu'ils n'étaient pas si différents d'eux. En effet, s'il lui fallait prendre chaque jour des médicaments pour bien se porter, il n'était pas un cas isolé. Dans le collège, on comptait bien quelques asthmatiques qui étaient dispensés de sport et qui ne se séparaient jamais de leur inhalateur. Et que dire de ce diabétique qui devait lui-même se faire dans la journée des injections régulières d'insuline? En participant aux activités de la Ligue, Thierry eut l'occasion de constater que l'association s'efforçait de mettre l'accent sur la protection des femmes qui représentaient la population la plus touchée par la maladie. L'ONG luttait pour que celles-ci, et plus particulièrement celles qui étaient enceintes, aient un meilleur accès aux antirétroviraux. La Ligue s'attaquait aussi à l'ignorance, aussi meurtrière que les armes à feu, selon Mme Avelé. L'ONG organisait donc des campagnes d'information et de sensibilisation dans les établissements scolaires, les foyers de jeunes, les centres culturels, les espaces publics, par ces temps de guerre où les moyens matériels se faisaient rares. Il fallait traquer le mal comme on pouvait. Les bénévoles de l'association séropositif ou non apportaient volontiers leur concours à ces événements. Au fur et à mesure que de sa collaboration avec la Ligue, Thierry avait appris à connaître et à apprécier tout ce qui se faisait. Il nourrissait ainsi beaucoup d'estime pour Raymond, le sympathique infirmier qui lui avait fait le prélèvement sanguin. Raymond était séropositif. C'est lui-même qui l'avait révélé à Thierry étonné. De nature très calme, l'agent de santé menait une vie saine et rangée, même avant d'être infecté. Raymond avait contacté le VIH dans l'exercice de son métier. Infirmier dans un petit village de l'intérieur du pays, il s'était piqué sans le vouloir avec une aiguille qui avait servi à un soin. Il avait appris plus tard que le malade dont il s'occupait alors était séropositif et qu'il lui avait transmis le VIH. Du jour au lendemain, les villageois qui appréciaient le savoir-faire de Raymond avant cet accident refusaient de venir à l'infirmerie.
la méfiance, l'ignorance toujours, l'ignorance qui tuait. Alors, pour éviter que ceux-ci ne se tournent vers les guérisseurs et autres féticheurs, Raymond avait demandé à être affecté ailleurs. Il était revenu à Abidjan et attendait depuis 6 mois une nouvelle affectation quand il avait été informé que la Ligue pour la vie recherchait un agent de santé compétent. Raymond avait raconté son histoire à Thierry pour montrer que cela ne lui posait pas de problème que son état soit connu. C'est d'ailleurs ainsi qu'il voyait les choses. Un séropositif devait pouvoir, s'il le voulait, faire connaître son statut sans craindre d'être condamné par la société. En ce 21e siècle, le sida ne doit plus être considéré comme une maladie honteuse, disait-il. Un autre personnage remarquable de la Ligue était Kamagaté, le chauffeur de Madame Avelé. La quarantaine passée, Cam, comme on l'appelait affectueusement, avait fait la maladie. Il avait même été à 2 doigts d'en mourir et n'avait eu son salut que grâce à son inscription sur le programme de la Ligue. Cam se considérait comme un véritable miraculé, quelqu'un à qui la vie avait donné une seconde chance. Alors, il la mettait à profit pour sauver d'autres existences. Il s'investissait sans compter dans les activités de l'ONG qui avaient permis sa réinsertion professionnelle et sociale en lui offrant cet emploi de chauffeur. Comme était apprécié de tous, il déclenchait continuellement le fou rire par sa façon de dire les choses sans détour et en massacrant la grammaire, ce dont il se moquait pas mal. Il était l'animateur indiqué lorsqu'il s'agissait de s'adresser à un public à l'instruction limitée. Toujours armé de sa volonté de bien faire, Cam parlait du sida comme d'une personne particulièrement mauvaise. Sida n'est pas pitié, oh. Je vous dis, sida n'est pas pitié. Sida connaît pas premier coup. Tu fais erreur, il trappait toi même temps. Faisait-il pour souligner que la maladie ne prenait pas l'âge en considération ni le fait qu'on en était à son premier rapport sexuel. Sur ce point, Thierry ne pouvait qu'être d'accord avec lui. Marie-Jeanne intervenait, elle aussi, à la Ligue en tant qu'animatrice et conseillère, surtout pour les adolescents. Il était plus facile en effet de parler de ces choses-là entre gens de même génération. Marie-Jeanne trouvait effrayant le nombre de jeunes qui pensaient qu'au bout de quelques jours ou semaines de fréquentation d'une personne, on pouvait se permettre de se passer du préservatif sans même s'être soumis à un test de dépistage du VIH. Et que dire de ceux qui, pour le premier rapport sexuel, utilisaient la capote avant de l'abandonner quelques minutes seulement après au cours du second rapport. Qu'est-ce qui pouvait bien avoir fait disparaître le danger entre-temps? S'étonna-t-elle. Il lui semblait que pour bon nombre de jeunes, le sida n'était plus vraiment une menace comme si le mal était vaincu, ce qui était absolument faux. La vigilance des gens se relâche parce qu'ils savent que des traitements existent, expliqua-t-elle lors des manifestations dans les lycées et collèges. Mais il faut savoir que ces traitements n'aboutissent pas à la guérison complète. Ils visent simplement à baisser la charge virale, c'est-à-dire à réduire la quantité de virus dans l'organisme et ne sont pas toujours faciles à supporter. Comme il lui rendait souvent visite chez elle, Thierry avait remarqué la grande complicité qui existait entre Marie-Jeanne et sa mère et au-delà, la cohésion de la famille tout entière. Il lui fallait avouer qu'il en était un peu jaloux. En effet, il n'avait pas ce type de relation avec ses propres parents, ceux-ci étant toujours partis ou pris par leurs occupations. Ils avaient été contents d'apprendre que Thierry militait dans une ONG sans savoir laquelle. Ils n'avaient pas vraiment de temps pour leur fils. Marie-Jeanne fut stupéfaite d'apprendre que Thierry n'avait pas évoqué ses soucis avec sa famille. Son ami lui dit qu'il préférait attendre d'être sûr avant d'annoncer la nouvelle chez lui. « Tu sais, avec mes parents, on ne parle pas souvent de ces choses-là, » fit-il sur un ton de regret. Marie-Jeanne lui assura qu'entre sa mère et elle, il n'existait pas de tabou. C'est ainsi que des notions d'éducation et de sécurité sexuelle lui avaient été inculquées dès avant sa puberté. L'adolescente se souvenait que sa mère disait souvent « Le préservatif le plus sûr, c'est l'abstinence. Après seulement vienne la fidélité lorsqu'elle est précédée du test de dépistage, puis l'autre préservatif, celui qui est vendu un peu partout. Maintenant, de quasi inconnus, Thierry et Marie-Jeanne étaient devenus bons camarades puis très proches amis. Au collège comme en dehors, ils étaient tout le temps ensemble et il devenait évident que des sentiments plus profonds les unissaient.
Un samedi cependant, ils se fâchèrent l'un contre l'autre. La soirée avait pourtant bien débuté. Ils revenaient du restaurant libanais où Thierry avait invité son ami à prendre un shawarma. Les deux jeunes gens se tenaient par la main et riaient en marchant. Au moment de se séparer devant la maison de Marie-Jeanne, Thierry fut pris par l'envie de lui dire au revoir en lui posant un bisou sur la bouche. Cette façon d'agir ne parut pas choquer la jeune fille. Au contraire, elle s'approcha elle-même de l'adolescent. Mais soudain, au moment où les lèvres allaient se rencontrer, Marie-Jeanne recula vivement. S'excusant confuse, elle rentra précipitamment chez elle, laissant Thierry déconcerté dans le couloir. Le jeune homme vécut mal ce moment qu'il interpréta comme un rejet dû à sa situation. Il ne manqua pas d'ailleurs de le faire savoir à Marie-Jeanne lorsqu'il se vit le surlendemain à la sortie des cours. Tu prétends agir en faveur des séropositifs et tu as peur de coûter tes sentiments à mon égard alors que ma maladie n'est même pas confirmée, lui reprocha-t-il amèrement. Silencieuse, Marie-Jeanne marchait près de lui, la tête baissée. Thierry se mit en travers de son chemin et la saisissant par les épaules la secoua. « Mais dis quelque chose !» La jeune fille inspira profondément puis, posant sur lui ses yeux calmes, déclara « Ta séropositivité n'est peut-être pas confirmée, mais la mienne si. » Thierry regarda sans comprendre Marie-Jeanne. « Comment ?» Alors Marie-Jeanne lui expliqua. Ces médicaments qu'elle prenait régulièrement n'étaient pas seulement destinés, comme elle le lui avait fait croire, à traiter la drépanocytose dont elle souffrait depuis sa naissance. C'étaient surtout des antirétroviraux. Quelques années plus tôt, elle avait fait une sévère crise de cette maladie sanguine héréditaire. Évacuée dans une petite clinique de quartier aux pratiques condamnables, la jeune fille avait dû subir une transfusion d'urgence. Malheureusement pour elle, on lui avait posé une poche de sang d'origine douteuse qui se trouvait être infectée. Debout face à l'adolescente, Thierry réalisait que l'autre fois, quand il se présentait à la mère de son ami, c'était plutôt pour lui qu'elle s'inquiétait, même si elle jugeait sa fille assez responsable. Marie-Jeanne était donc porteuse du VIH. Elle vivait cependant sa vie comme toute personne de son âge, aimant rire et sortir tout en restant raisonnable. Mais adopter une bonne hygiène de vie n'était pas le devoir des seuls séropositifs. Le problème, c'est que les gens dits bien portants ne s'en rendaient pas toujours compte. Tu aurais dû me le dire, reprocha doucement Thierry à son ami. Tu ne me fais pas confiance? Excuse-moi, fit-elle sincèrement désolée, mais c'était mon choix de garder un silence total sur cette question. Il lui prit la main et tous deux se remirent à marcher. Et les autres à la ligue, ils savent, reprit le jeune homme. Bien sûr, et ils respectent ma décision. Plus tard, Thierry lui demanda si elle n'en voulait pas à ses médecins de la mort. Il disait que si une telle catastrophe lui était arrivée, il en aurait voulu au monde entier. Il se rendait compte que dans son propre cas, il avait sa part de responsabilité. Marie-Jeanne lui répondit que cela dépendait. Au départ, c'était ainsi qu'elle avait réagi, mais à présent, elle avait compris que cela n'arrangeait en rien sa situation de maudire ces gens. L'important, c'est l'avenir, faisait-elle lucide. Vivre ou peut-être survivre comme tout le monde d'ailleurs. C'était trop peu dire que l'aveu de Marie-Jeanne avait surpris Thierry. Mais cela ne modifia pas du tout ce qu'il pensait d'elle et surtout ce qu'il ressentait pour elle. Au contraire, il se sentait plus proche encore de l'adolescente. Même si son second test se révélait positif, il savait qu'il ne serait jamais un condamné à mort car sa jeune amie ressemblait à tout sauf à cela. C'est Marie-Jeanne qui présenta Aya à Thierry. La fillette accompagnait autrefois sa mère à la ligue. Depuis sa naissance, Aya était de santé fragile. Dans le campement où elle était née, le féticheur avait expliqué à la jeune mère que les mêmes sorciers qui avaient mangé son mari en voulaient au nourrisson. Mais les nombreux sacrifices offerts ne parvenaient pas à améliorer l'état de santé du bébé. La mère avait fini par se résoudre à effectuer le coûteux voyage pour la ville pour confier sa fillette à la médecine des Blancs. C'est là qu'elle apprit qu'elle l'enfant plutôt et elle était porteuse du VIH. Comme la mère était complètement démunie, le médecin avait appelé Madame Linda Havley qu'il connaissait bien pour lui soumettre ce cas. La responsable de la Ligue en avait été tout de suite émue. Elle s'était investie personnellement pour faire bénéficier la veuve et sa fille du programme de suivi médical. L'ONG s'était employée ensuite à trouver pour la mère une place de femme de ménage chez les Européens qui résidaient à Makori. Madame Havley avait même obtenu à titre exceptionnel la prise en charge par la Ligue de la scolarité future de la fillette. Aujourd'hui, Aya avait 6 ans, fréquentait l'école primaire et même
Si son état de santé suscitait parfois des inquiétudes, les docteurs estimaient qu'il avait un réel espoir de la voir vieillir. Il n'y avait pas de doute malgré sa maladie. Aya restait une enfant avec sa façon simple de voir le monde, avec ses illusions émouvantes aussi. On lui avait dit sans trop entrer dans les détails qu'elle était porteuse du VIH et elle semblait comprendre que ce dont elle souffrait était assez difficile à guérir. Alors, elle disait qu'elle serait infirmière ou médecin plus tard. Marie-Jeanne confia à Thierry que lorsqu'elle se sentait abattue, elle aimait bien rendre visite à la fillette. Son insouciance et son courage face à la maladie qui la frappait injustement étaient une leçon de vie pour tous. Une fois, Aya avait entendu des adultes discuter dans la rue. On demandait à l'un pourquoi il n'avait pas pris part à une réunion et il avait répondu « J'avais un petit palu qui me fatiguait, mais il est passé ». Alors, un soir que Marie-Jeanne était venue lui rendre visite en compagnie de Thierry, la fillette avait confié dans toute l'innocence de ses 6 ans. « Tu sais, tante Marie-Jeanne, un jour je pourrais dire moi aussi j'avais un petit sida, mais ça va mieux à présent. » Marie-Jeanne était convaincue qu'un jour ou l'autre, non bientôt, ce rêve serait réalité. Chaque jour, Thierry se sentait un peu plus honoré de fréquenter les acteurs de la Ligue pour la vie. Il admirait leur dévouement pour des personnes qu'il ne connaissait pas toujours. Tous ces gens lui apparaissaient extraordinaires. Extraordinaires face à l'épreuve, extraordinaires par leur envie violente de vivre. Le jeune homme était désormais loin de l'idée qu'il se faisait au départ du VIH-Sida et le cliché du malade squelettique alité et suppliant s'était effacé de son esprit. Il lui fallait admettre que le porteur du virus aujourd'hui c'était pour vous ou moi. On ne devait se fier à rien mais faire preuve de beaucoup de responsabilité dans sa vie sexuelle et dans sa vie tout court. Il régnait cet après-midi-là à la Ligue une ambiance inhabituelle. Dans la cour, que de gigantesques haut-parleurs rendaient bruyantes, 3 bâches avaient été installées. En dessous, une petite foule de personnes en habit du dimanche avait pris place autour de longues tables. On mangeait, buvait et causait dans une atmosphère joyeuse. La Ligue pour la vie accueillait le banquet de mariage de 2 bénévoles. Le jeune marié vivait avec le VIH. Son épouse, elle, était séronégative. Toute l'association s'était impliquée dans l'organisation de la noce. Madame Avelé faisait une dame de compagnie vraiment efficace. Aya prenait très au sérieux son rôle de demoiselle d'honneur comme elle l'avait fait plus tôt à la mairie et à l'église. Cam avait exigé et obtenu le poste prestigieux de maître de cérémonie. Armé de son micro, il multipliait exprès les phases et l'assistance était morte de rire. Paula, une jeune femme vivant elle aussi avec le VIH, avait confectionné dans sa pâtisserie l'énorme gâteau de mariage. Et ainsi de suite, chacun à son niveau avait contribué à la réussite des festivités. Les portails de la Ligue restaient grands, ouverts, car tout le monde était le bienvenu. Dans la rue, pourtant, on hésitait. Un groupe de curieux contemplait les réjouissances par-dessus la clôture sans oser s'y joindre. Les jeunes enfants qui entraient plus volontiers finirent par décider quelques adultes à les imiter. Au beau milieu du banquet, Cam tendit son micro à la jeune mariée. Sans se faire prier, celle-ci évoqua pour l'assistance comment elle avait trouvé l'homme de sa vie, comment leur participation communes aux œuvres de la Ligue les avait poussés l'un vers l'autre et comment l'amour avait été plus fort que tout, plus fort que l'opinion des autres, plus fort que la condamnation de sa famille. Elle dit son bonheur de voir ses parents présents malgré leur opposition initiale. Puis, elle voulut remercier chacun, mais des larmes de joie incontrôlables vinrent l'interrompre. L'assistance applaudit et l'on vint l'embrasser avec chaleur et émotion. L'on dansa ensuite comme de petits fous, puis on procéda au partage du gigantesque gâteau de mariage. L'heure vint enfin de lancer le bouquet de la mariée. Mais à la Ligue des gens extraordinaires, on ne faisait jamais rien comme ailleurs. Jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, seuls ici, tous étaient autorisés à prendre part à la bataille afin que chacun trouve l'âme sœur. Seulement, pour équilibrer un peu les chances, chaque mâle s'était vu entraver légèrement les jambes au moyen d'un foulard. Thierry et Marie-Jeanne participaient eux aussi au jeu. L'adolescent avait reçu plus tôt dans la semaine le résultat de sa seconde prise de sang. Il était négatif. Marie-Jeanne avait été très heureuse pour son ami. En même temps, elle n'avait pu s'empêcher de penser brièvement qu'à présent qu'il était rassuré,
Thierry les oublierait. Mais il était bel et bien là à côté d'elle, son foulard aux chevilles dans l'assistance qui se pressait avec excitation. Comme s'il avait senti qu'elle pensait à lui, le jeune homme prit discrètement la main de son amie et la serra avec beaucoup de douceur. Tout ce temps qu'il avait passé avec ces gens, il s'était rendu compte qu'il n'était en rien différent des autres et qu'il ne demandait rien de plus que d'être traité avec dignité. Thierry se rendait compte surtout que, malgré que n'importe qui, il n'aurait pu être à la place de chacun d'eux. Et alors, c'est sûr, il aurait apprécié que l'on fasse preuve à son égard d'un peu de compréhension, de tolérance, pour tout dire d'un peu d'humanité. Allez, à trois, je lance, s'écria la jeune mariée qui leur tourna le dos. 1, 2 et 3. Ainsi s'achève notre première histoire. J'aimerais terminer par dire que moi aussi, lorsque j'étais au lycée, j'avais milité dans une association de lutte contre le sida et des grossesses en milieu scolaire. Nous avons même vendu des préservatifs féminins comme masculins. Nous avons même passé de classe en classe pour sensibiliser nos amis. Nous avons vendu des spermicides et des pilules. Voilà. Nous avons fait tout cela car à l'époque, on avait aussi très tôt pris conscience de ce qu'était le sida. Et nous avons vraiment lutté activement contre cette maladie. Et j'aimerais dire que, bien vrai que de nos jours, il y a des avancées dans le traitement du VIH-Sida, ça dit qu'à l'époque, les gens prenaient plus de comprimés, mais maintenant, ce n'est que peut-être 2 ou 3, je ne sais plus trop, mais ce n'est plus comme avant. Mais il y a certaines personnes encore qui refusent d'accepter leurs conditions, leur maladie, qui refusent même de prendre les médicaments. Et moi, dans ma famille, on en a perdu en tout cas 2 ou 3, plusieurs personnes qui, lorsqu'ils avaient été déterminés être atteints du VIH-Sida, qui s'étaient laissés à la mort, qui avaient même refusé de prendre leurs médicaments malgré tout ce qu'on avait pu faire. Et ils sont morts, on les a enterrés. Le VIH-Sida sévit toujours. C'est vrai que maintenant, la médecine a évolué, mais il n'y a pas encore de traitement qui guérit concrètement le VIH-Sida. Et j'aimerais demander à chaque jeune de s'abstenir, lorsqu'on est encore très jeune, de s'abstenir ou d'utiliser des préservatifs. Et lorsque l'on voudra avoir des rapports sexuels sans protection, de faire des tests de dépistage chaque conjoint afin de savoir quelle est sa sérologie avant d'avoir des rapports sans préservatif, sans protection. Car le VIH-Sida est encore d'actualité et sévit toujours encore, malgré les années. Parce que le VIH a été découvert, je pense, dans les années 1980. Mais malgré cela, on n'a pas encore trouvé de traitement efficace pour guérir véritablement cette maladie. Et cette histoire me plaît bien car c'est une histoire de sensibilisation qui veut dire que même au premier coup, à la première fois, on peut avoir le VIH-Sida, tout comme on peut aussi être porteuse pour les jeunes filles de grossesse. Même en allant se tresser au marché avec en allant faire ses cheveux, les tissages, on peut contracter la maladie plutôt. On peut même contracter la maladie en se faisant, se blesser par quelqu'un d'autre. La maladie sévit toujours. Donc, il faut faire vraiment attention et il faut vraiment se protéger et se préserver de cette maladie. Sur ce, je vous dis bye.